Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le geste était attendu. Le gouvernement confirme qu'il aligne les pensions des anciens combattants des colonies sur celles des Français. Il en coûtera 110 millions d'euros par an. Fatigués mais soulagés, les 4 touristes libérés au Yémen après 15 jours de détention sont de retour en France. Ils sont restés très discrets sur les circonstances de leur captivité. L'enquête s'accélère après l'embuscade des Tarterets. 5 personnes, dont un adolescent de 16 ans, ont été mises en examen aujourd'hui. 5 autres ont été mises hors de cause. L'étau se resserre autour du navire qui avait déchargé ses déchets toxiques en Côte d'Ivoire. L'Estonie a finalement décidé d'immobiliser le bateau. Des documents ont été saisis. Moins de dépenses, moins de déficit. À quelques mois de l'élection présidentielle, le budget 2007 a été présenté aujourd'hui. 15 000 postes de fonctionnaires seront supprimés. Notre invité Jean-François Copé, ministre délégué au budget. Bonsoir et à tout à l'heure. Enfin, le sourire énigmatique de la Joconde est celui d'une jeune mère. C'est ce que révèlent des chercheurs canadiens mandatés par le musée du Louvre pour tenter de percer le mystère. Même mission, même pension, le principe sera donc appliqué, qu'ils soient français ou issus des anciennes colonies. Les soldats qui ont combattu pour le drapeau toucheront les mêmes sommes. Le gouvernement l'a confirmé aujourd'hui. Le film indigène dont on parlait hier a évidemment accéléré les choses. Plus de 80 000 vétérans sont concernés. Nicolas Lemarinier, Vivien Roussel. Après l'oubli, les honneurs de la République. Sous les ors de Matignon, les anciens combattants coloniaux ont obtenu ce qu'ils réclamaient depuis des années. Ce sera pour eux un grand ouf de soulagement. Nous avons combattu pour cette mesure-là depuis des années déjà. C'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jusqu'à présent, quand un Français percevait une retraite de 460 € par an, un Algérien touchait 100 €, un Tunisien 66 €, un Indochinois 35 €. Désormais, tous les anciens combattants recevront 460 € par an, quelle que soit leur nationalité. La mesure concerne 80 000 vétérans répartis dans plus de 23 pays. Elle sera effective le 1er janvier 2007. Et en ce qui concerne les pensions versées depuis la fin de la guerre, il y aura un rattrapage ? Ce n'est pas d'actualité pour l'instant. La mesure qui assure l'égalité entre tous les anciens combattants coûtera 110 millions d'euros par an. Et Jacques Chirac lui-même a reconnu qu'il avait été ému par le film indigène. On écoute le chef de l'État qui est à Bucarest pour le sommet de la francophonie. Ayant eu le privilège de voir avant sa sortie le film indigène, j'ai été particulièrement touché, c'est vrai, par ce qu'il exprimait et la façon dont il l'exprimait. Et cela m'a conduit à accélérer et à annoncer un certain nombre de mesures qui sont légitimes, qui étaient souhaitées par beaucoup, et notamment dans la communauté militaire, et qui étaient à juste titre revendiquées par les anciens militaires qui avaient combattu à nos côtés pour le drapeau français. Et apparemment, ce film indigène fait un démarrage en trombe. Il devrait atteindre les 100 000 entrées pour cette première journée d'exploitation. Les 4 touristes français enlevés au Yémen pendant 15 jours sont arrivés ce matin à l'aéroport de Roissy. Ils ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy. Bien des questions restent en suspens sur les circonstances de leur libération, sur le sort de leur guide aussi. Mais les 4 hommes, vous allez l'entendre, sont restés plutôt discrets. Samassoula, Nicolas Rançon. C'est la première fois que l'on voit leur visage depuis leur enlèvement au Yémen le 10 septembre dernier. Fatigués mais apparemment en bonne santé, les 4 anciens otages français ont été rapatriés tôt ce matin sur un vol régulier. Après un rapide accueil du ministre des Affaires étrangères, seul un des 4 touristes enlevés a accepté de s'exprimer. Aucune précision sur les conditions de leur détention et les modalités de leur libération. On a très envie de retrouver notre famille rapidement. On a été bien traités. On a été bien traités et je tiens ici à remercier chaleureusement, mais vraiment du fond du cœur, les gens qui ont travaillé pour nous. Mais aujourd'hui c'est fini, on est très contents, un peu fatigués comme vous pouvez bien le comprendre. Et on a vraiment envie d'un peu de tranquillité et de rentrer chez nous dans nos familles. Voilà, je vous remercie, je n'ai plus rien à ajouter. Merci. Après 15 jours de détention aux mains d'une tribu yéménite en conflit avec le pouvoir central, les 4 hommes ont dû subir des examens médicaux de contrôle, mais pas de débriefing particulier comme celui qu'avait pu subir Florence Aubenas à son retour d'Irak. À une exception près, les enlèvements de touristes occidentaux se sont toujours bien terminés au Yémen.
Le coup de filet n'aura pas été un coup d'épée dans l'eau. L'enquête sur le guet-apens tendu à 2 CRS dans la cité des Tarterets semble donc aboutir. Sur les 12 personnes interpellées lundi, 5 ont été mises en examen aujourd'hui pour tentative d'homicide volontaire. 2 autres devaient l'être ce soir, mais elles ne reconnaissent pas les faits. Audrey Goutard, Guillaume Michel. Il vient d'être mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, mais la justice a décidé de le laisser libre. Lui clame son innocence. Ils ont vu que dans l'histoire, j'avais rien à voir. Et donc les faits qui ont été commis, moi, aucunement j'étais dans l'histoire. À aucun moment ils m'ont vu ou quoi que ce soit. Donc j'ai été libéré et j'espère que ceux qui ont fait ça seront sévèrement punis. Il y a 2 jours, 12 personnes étaient interpellées pour l'agression de 2 CRS. Après 48 heures de garde à vue, 5 ont été remis hors de cause. 5 autres, dont un mineur de 16 ans, viennent d'être mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. 2 autres sont encore devant le juge. Pourtant, tous nient avoir frappé les 2 CRS qui patrouillaient mardi dernier dans leur cité. Mais le magistrat s'appuie sur des témoignages selon lui fiables et sur des incohérences dans les propos tenus par les suspects. Certains d'entre eux reconnaissent tout de même avoir assisté au tabassage des victimes et même avoir frappé sur leur voiture. Tous ont des antécédents judiciaires, mais pour l'un des avocats, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Mon client est une personne qui a déjà eu des difficultés avec la justice, des difficultés qui ne sont pas majeures et qui ne constituent pas en soi un indice qu'il ait pu participer à l'infraction qu'on lui reproche aujourd'hui. Les avocats s'appuient surtout sur le fait qu'aucune empreinte de leur client n'ait finalement été retrouvée sur les lieux de l'agression. En revanche, l'enquête se poursuit car les policiers ont encore une dizaine de suspects à identifier dans cette affaire. Justice encore avec une décision qui a fait l'effet d'un choc à Angoulême. Le tribunal a rendu un non-lieu dans une retentissante affaire de pédophilie présumée. Une institutrice et son compagnon avaient été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur plusieurs dizaines d'enfants. La justice a estimé que le dossier ne tenait pas. Les familles des enfants, elles, évoquent l'influence de l'affaire d'Outreau. François Privat, Fabien Tormos sur place. Un non-lieu annoncé dans un courrier strict et non argumenté. Une douche froide pour les parents des enfants concernés par l'affaire de pédophilie de l'école maternelle de Ruffec. Spontanément, ils se sont rassemblés, indignés et incrédules. Il y a 5 ans, on est venu taper à notre porte et faire passer notre enfant devant des psychologues et des gendarmes pour nous annoncer quelques temps après que notre enfant était victime. Et là, un simple courrier vous dit que non, il n'y avait rien. C'est Outreau qui nous fout dedans. Là, ils ont fait l'amalgame avec ce qui s'est passé à Outreau. La parole des enfants est plus entendue. Outreau, ça a rendu les juges méfiants? Ça a rendu les juges méfiants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils ont trop peur maintenant. Ils ne prendront pas ce genre de décision à mettre un scandale dans leur ville. Non, ils ont trop peur, ils ne veulent plus. Et pourtant, nous sommes en 2001, bien avant le scandale d'Outreau, lorsque l'affaire secoue Ruffec, 5000 habitants. À l'école maternelle, une enseignante et son compagnon sont accusés d'actes pédophiles. Rapidement interpellé, le couple n'effectue qu'une dizaine de jours de détention préventive. Le procureur de la République d'Angoulême se dit prêt à expliquer à chaque parent concerné l'absence de charges suffisantes dans ce dossier où la parole des enfants a été selon lui bien entendue. Enfant par enfant, nous nous sommes posé la question de savoir quelles étaient les charges. Notre réponse a été de dire calmement que nous n'étions pas en possession de preuves suffisantes pour permettre de les faire juger. À Ruffec, où l'émotion reste vive, plusieurs parents d'enfants supposés victimes ont annoncé leur intention de faire appel de ce non-lieu. En bref, une randonneuse de 67 ans disparue depuis 3 jours a été retrouvée morte sur les hauteurs de Bastia, dans une zone de maquis dense et au relief escarpé. Les recherches avaient été contrariées par les intempéries. Ses 2 compagnons de randonnée, un homme et une femme de 55 ans, avaient été, eux, retrouvés sains et saufs hier matin. Ils l'avaient laissé à l'abri d'un rocher pour aller chercher du secours après avoir été piégés par le brouillard. Du nouveau dans l'affaire de ces déchets toxiques qui ont fait 8 morts en Côte d'Ivoire. Hier, on l'évoquait, des militants de l'association Greenpeace ont retrouvé le navire dans un port d'Estonie. Eh bien aujourd'hui, la police estonienne a décidé d'immobiliser le bateau à la demande des autorités ivoiriennes. La police estonienne cherche à savoir si le capitaine du cargo savait que les déchets contenaient des substances dangereuses. Envoyés spéciaux à Paldiski, Jérôme Bonny, Brice Poussoir. Le bateau voulait passer inaperçu, quitter discrètement le port de Paldiski en Estonie. Mais c'était sans compter sur les militants de Greenpeace.
L'Europe intoxique l'Afrique, ont-ils écrit sur la coque du Probo Koala, qui a provoqué une catastrophe écologique en Côte d'Ivoire. Puis ils se sont accrochés aux amarres du tanker pour l'empêcher d'appareiller, avant d'être finalement interceptés par la police estonienne. On ne voit pas pourquoi il faudrait laisser naviguer cette pièce à conviction au nom d'une supposée liberté de commerce qui a provoqué la catastrophe que l'on sait. Résultat de l'opération commando de Greenpeace, le bateau est toujours là, sous bonne garde des militants venus d'un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, la justice estonienne a pris le relais des écologistes. Le parquet de Tallinn a ordonné que le tanker soit retenu dans le port parce qu'il contient encore des traces de déchets toxiques semblables à ceux qui ont fait des ravages à Abidjan. Ce bateau ne doit pas faire d'autres dégâts, rejeter en mer d'autres produits toxiques. Il ne doit plus faire de mal à personne. En tout cas, les militants de Greenpeace sont arrivés à leur fin et ce bateau pollueur qui s'apprêtait à prendre le large hier est maintenant immobilisé en Estonie pour les besoins de l'enquête. Toujours à l'étranger, jusqu'où doit aller le politiquement correct, ou plutôt le religieusement correct? À Berlin, un opéra a été déprogrammé par crainte de vexer ou de provoquer des représailles de la communauté musulmane. Il s'agit de la version moderne d'une œuvre de Mozart, Idomeno, où toutes les religions sont égratignées. Cette décision provoque de très vives réactions là-bas en Allemagne. La chancelière Angela Merkel dénonce une tyrannie de la peur et la communauté musulmane elle-même regrette cette décision. Christian Autain. Voici l'objet du scandale, la tête de Mahomet décapitée à côté de celle de Jésus et de Bouddha. En 2003, cette scène provocante d'un opéra de Mozart avait pourtant déjà été montrée à Berlin. Cette fois-ci, les spectateurs ne la verront pas. Une décision de la direction de l'opéra de Berlin par crainte de représailles des extrémistes islamistes. Le fait de maintenir la représentation de cette version originale d'Idomeneo signifiait un risque incalculable pour les spectateurs et les collaborateurs de l'opéra. Malgré l'absence de menaces concrètes, la police avait averti l'opéra des risques après l'affaire des caricatures de Mahomet et les propos du pape Benoît XVI sur l'islam. Toute la classe politique allemande a critiqué cette décision au nom de la liberté d'expression. Je pense que l'autocensure n'est pas une réponse à la violence ou à ceux qui s'apprêtent à commettre des actes de violence au nom du fondamentalisme islamique. Seule une association musulmane conservatrice s'est réjouie de cette déprogrammation. Une prise de position qui ne reflète pas l'ensemble de la communauté. C'est dommage d'avoir annulé cet opéra. Cela revient à s'agenouiller devant les islamistes fondamentalistes. Cette polémique intervient alors que des représentants de l'État et de l'islam tentent de dialoguer pour la première fois aujourd'hui à Berlin. En bref, les discussions ont repris pour éviter une crise entre l'Iran et l'Occident sur le nucléaire. Le représentant de la diplomatie européenne, Javier Solana, ici à gauche, et le négociateur en chef iranien Ali Larijani se sont retrouvés à Berlin. Certains parlent de rencontre de la dernière chance avant d'éventuelles sanctions. En tout cas, les discussions pourraient durer plusieurs jours. L'Iran, on le sait, a connu un nouveau raidissement ces derniers mois. Tout est régi par les mollahs. La condition des femmes est très encadrée. Et pourtant, là-bas aussi, elles souhaitent s'affirmer et parviennent parfois à le faire. Voici le reportage étonnant de nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Patrick Desmully. C'est du cinéma. Mais à Téhéran, la réalisatrice Niki Karimi sait se faire respecter par les techniciens et les acteurs. Tu veux que je détruise ta voiture? Qu'est-ce que c'est que cette manière de conduire? Qui vous donne vos permis? Oui, c'est bien. Quand tu dis ça, tu attends et puis tu reviens. Sa célébrité d'actrice l'a tout juste aidé à monter son projet. Vous savez, c'est déjà difficile de faire des films en Iran parce qu'il y a tellement de démarches, écrire des scénarios et puis aller les montrer au ministère, obtenir les permissions. Et quand on est une femme, ça nécessite le double d'énergie. La balance homme-femme penche nettement en Iran côté masculin. Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, avocate, lutte contre les discriminations à l'ombre de ses souvenirs, ceux d'un temps où le voile ne lui était pas imposé. La vie d'une femme vaut la moitié de la vie d'un homme. Si une voiture renverse un homme et une femme dans la rue, les dommages et intérêts payés pour la victime féminine représentent la moitié de ce qui est payé pour l'homme.
Par ailleurs, le témoignage de 2 femmes équivaut au témoignage d'un homme devant les tribunaux iraniens. C'est dans la ville sainte de Qom que nous trouvons l'exception qui confirme la règle. L'unique femme ayatollah en Iran. L'université s'est ouverte récemment aux femmes, mais les apparences sont rigoureusement respectées et les revendications dissimulées. C'est le système de l'islam. L'islam veut éviter toute responsabilité qui pourrait menacer la femme. Il a allégé ce poids pour la protéger. Il s'agit d'un système et non pas de discrimination. Mais le Coran n'interdit pas aux femmes le titre de guide suprême. Et si l'Iran devenait la première théocratie dirigée par l'une d'elles, question de regard peut-être. Un mot de la situation en Hongrie où les manifestations se poursuivent après les mensonges du Premier ministre pris en flagrant délit. Le Premier ministre qui a décidé de présenter des excuses publiques mais qui a aussi indiqué que sur le fond les réformes étaient nécessaires comme il l'affirmait. Des excuses qui interviennent à 4 jours des élections municipales très attendues. Une cérémonie exceptionnelle aux États-Unis et qui rappelle combien les destins de la France et de l'Amérique ont été liés. Les restes d'un soldat américain mort au combat dans la Marne pendant la Première Guerre mondiale ont été retrouvés et identifiés. Et ils ont été enterrés à Washington. Sur place, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Les honneurs militaires de l'Amérique pour un dog boy, un poilu. Le soldat Francis Lupeau est mort le 21 juillet 1918, près de Soissons. C'est sa nièce aujourd'hui, dernière héritière, qui reçoit l'hommage tardif. Lupeau faisait partie de ces 4500 soldats américains déclarés disparus lors de la Première Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'en 2003, à l'occasion de fouilles archéologiques dans le secteur du Bois-Bello, on découvre les restes de 2 soldats. La médaille retrouvée ne laisse pas de doute, ce sont des Américains. Dès lors, la machine du Pentagone se met en branle. Les services historiques de l'armée ont cherché quelles unités avaient été engagées dans les batailles de ce secteur. Et avec cela, on a pu savoir qui était mort sans qu'on en retrouve les corps. Les 2 morts ont donc participé à la fameuse 2e bataille de la Marne de l'été 1918, dernier tournant de la Première Guerre mondiale. Bataille où les troupes américaines ont joué un rôle essentiel. Mais cela ne dit toujours pas qui ils sont. Les restes d'un des 2 hommes montrent quelqu'un de très petit, moins d'1,50 m. De même la taille d'une botte. Et si on compare cette information avec la liste des soldats disparus dans cette région, on aboutit à un nom. Il n'y avait qu'une personne aussi petite dans l'armée américaine, le soldat Lupeau. Restait à séparer les ossements de Lupeau de ceux de son infortuné camarade, une affaire de routine dans les laboratoires de l'armée. Nous avons utilisé l'ADN pour séparer les restes des 2 personnes retrouvées. Ainsi, on a pu les associer à chacun des 2 squelettes et en particulier au petit squelette, identifié comme celui de Lupeau. L'infortuné camarade, quant à lui, n'étant ni très grand ni très petit, restera à jamais anonyme. Retour en France avec les réactions à l'annonce du plan gouvernemental pour la promotion des carburants végétaux. Réaction d'abord des agriculteurs, car ce carburant est bien sûr réalisé à partir de la betterave, du blé ou encore du maïs. Ils sont très intéressés. Voici très concrètement quelle est la filière de fabrication du paysan à la distillation et jusqu'à la pompe. Julien Beaumont, Vincent Kellner. Demain, elle sera en vedette au mondial de l'auto. Cette Française roule à l'éthanol, un biocarburant rare en France et pourtant sa fabrication est maîtrisée. Elle se déroule en 3 étapes. D'abord, la matière première végétale. Voici un champ de pétrole vert. Nous sommes près de Soissons, en pleine période de récolte des betteraves. 13 ans que cet agriculteur s'est lancé dans la filière des biocarburants. 1/10 de sa production va à l'éthanol. Ces cultures, on peut régulièrement les mettre en place. Pour moi, il y a un avenir. Pour faire de l'éthanol, on peut aussi utiliser du maïs, du blé et même des copeaux de bois. Deuxième étape, la distillation. C'est ici, dans l'Aube, que sont produites les plus grandes quantités d'éthanol français. Le jus de betterave fermente dans ces cuves afin d'obtenir ce drôle de liquide. Alors là, c'est du sirop qui contient donc 65% de sucre et qui va être donc fermenté par les levures pour obtenir un vin à 11 degrés.
De ce vin à 11 degrés, on va tirer en 35 heures de l'éthanol. Si on ajoute 15% de super, on obtient du carburant vert. Ce mélange permet de rejeter 70% de gaz carbonique en moins. Hier, trop cher à produire, mais aujourd'hui, la tendance s'inverse. En 6-7 ans, on sera complètement compétitif par rapport au prix du pétrole. Sous-entendu, s'il reste à 70 $, on sera compétitif. S'il passe à 100 $, il n'y a plus de débat. Dernier passage, la distribution. Elle est où la pompe? On va à la pompe, hein. Et c'est là tout le problème. Cette pompe de bioéthanol est pour l'instant la seule en France. Elle est testée à Reims. Objectif du gouvernement, en installer 500 d'ici fin 2007. Économie encore, l'assureur AXA brise un tabou en France, celui de la délocalisation. Le groupe a annoncé la création de 1500 emplois administratifs au Maroc d'ici à 2012. Motif, les salaires moins élevés et aussi, d'après la direction, une meilleure qualité du service en raison de la souplesse des horaires de travail. Les syndicats, eux, demandent le retrait du projet. Marion Pilas, Rémi Poissonnier. AXA Partners, Sandra Berry, bonjour. Qui conduit le plus souvent le véhicule, vous, madame? Ces mêmes conseils, ces mêmes services seront bientôt prodigués depuis l'autre rive de la Méditerranée. D'ici 6 ans, AXA prévoit d'embaucher 1500 salariés marocains sur une plateforme d'appel comme celle-ci. Aucun licenciement en France, mais un accroissement d'activité à moindre coût. Au Maroc, le travail coûte moitié moins cher que chez nous. On peut recruter ou créer plutôt de nouveaux emplois dans d'autres pays, comme par exemple c'est le cas au Maroc, parce que, une fois de plus, la flexibilité du travail est plus facile et ça permet de mieux répondre aux besoins des clients. Ces futurs salariés travailleront 6 jours sur 7 et jusqu'à 20 heures. Leurs homologues français quittent actuellement le travail à 17 heures. Malgré l'annonce de 11 000 embauches sur 6 ans, les syndicats voient d'un mauvais œil l'entrée de leur secteur dans la mondialisation. Si la flexibilité est un sujet de discussion, nous sommes prêts à en parler. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que la France, AXA en France, se prive de recrutement. Après les usines, voici les assurances et peut-être bientôt les banques qui installent leurs services à l'étranger. AXA ouvre une brèche, la tendance semble inéluctable. Le problème n'est pas les délocalisations, mais le problème est comment on les gère. Encore une fois, dans le secteur financier, ça se fait plutôt par non-création d'emplois que par suppression d'emplois, ce qui est quand même une différence fondamentale. Par ailleurs, on doit pouvoir organiser les délocalisations de manière socialement acceptable. Au Maroc, le droit du travail est plus souple. Il permet de travailler plus de 40 heures par semaine. AXA compte bien sûr profiter de cette législation, mais promet que les futurs salariés bénéficieront d'un statut très proche de leurs homologues français. Et à propos de flexibilité, un drôle de record vient d'être sanctionné par la justice. Une ancienne salariée de la Poste s'est retournée contre son employeur car elle avait effectué 574 CDD, contrat à durée déterminée, en 19 ans. Le Conseil des prud'hommes d'Albi a requalifié ces CDD en CDI et a condamné la Poste à lui verser 60 000 €. 15 000 postes de fonctionnaires en moins, des dépenses maîtrisées, un déficit en baisse. Le budget 2007 a été présenté aujourd'hui, le dernier de la législature. C'est toujours un temps fort de la politique économique. Jean-François Copé, ministre du Budget, est avec nous. Avant de vous entendre, l'essentiel des chiffres qu'il faut retenir. Vincent Fourcade, Bruno Vignier. Le gouvernement a fait ses comptes. En 2007, l'État devrait à nouveau dépenser plus d'argent qu'il n'en gagne. Résultat, un déficit budgétaire fixé à 41,6 milliards d'euros. Cela représente 2,5% du PIB, la richesse nationale, et c'est mieux qu'en 2006. À chaque ministère, ses crédits, et certains s'en tirent mieux que d'autres. Chez les gagnants, la santé, crédit en hausse de 5,5%, la justice, plus 5%, et la défense, 2,2%. Moins bien lotis, les transports, moins 5,3%, la ville et le logement, moins 2,6%. Côté emploi, les crédits pour lutter contre le chômage sont en baisse de 4%. Mais pour doper l'emploi, le gouvernement mise aussi sur les exonérations de charges et sur la prime pour l'emploi, tout compris, les dépenses pour l'emploi progressent en fait de 6%. Parmi les bonnes nouvelles, l'entrée en vigueur dès janvier d'une réforme fiscale qui devrait faire baisser l'impôt sur le revenu de 3,9 milliards d'euros. Alors, pour faire des économies, le gouvernement compte supprimer 15 000 postes de fonctionnaires, 7 000 à l'éducation nationale, 3 000 à la défense, autant dans les finances. Un budget bâti sur 2 hypothèses, une croissance de 2 à 2,5% et un baril de pétrole à 70 $. Voilà les 2 piliers du budget 2007, le dernier du quinquennat.
Alors Jean-François Copé, on commence par ce qui intéresse peut-être le plus ceux qui nous écoutent, les prélèvements. Est-ce que ce n'est pas une baisse en trompe-l'œil? Parce que d'un côté l'impôt sur le revenu baisse, mais le taux des prélèvements obligatoires reste constant. Et si on compte les taxes, les cotisations, finalement on est toujours au même niveau. Non, il baisse un peu. D'ailleurs, il baisse surtout pour les ménages. De quelques décimales. Oui, mais après il faut distinguer entre ménages et entreprises, et il baisse beaucoup pour les ménages. D'ailleurs, c'est l'engagement qu'avait pris Dominique de Villepin, et donc de ce point de vue on est au rendez-vous avec Thierry Breton en présentant une baisse d'impôt qui va profiter à tous les contribuables, quel que soit leur niveau de revenu. La CSG augmente par ailleurs. Non, mais pas du tout en fait. La CSG n'augmente pas par ailleurs. Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'impôt sur les sociétés augmente par ailleurs. Mais parce qu'il y a plus d'activité, il y a plus de croissance. Mais sur l'impôt sur le revenu, d'abord ça profite à tous les contribuables. Et je vous donne deux exemples très concrets. Celui qui est aujourd'hui au niveau du SMIC ou un peu plus, avec la prime pour l'emploi, il va gagner un 13e mois dès l'année prochaine. Celui qui gagne 2000 € va avoir une baisse d'impôt sur sa feuille d'impôt dès le début janvier de moins 350 € d'impôt. Donc c'est très concret, ça correspond à un engagement que nous avions pris. Alors un sujet qui préoccupe beaucoup maintenant, celui de la dette. Elle diminue dans le budget 2007, mais elle avait beaucoup augmenté avant, dans les 4 précédents budgets. Au total, sur le bilan de la législature, elle a nettement augmenté. Est-ce que ça n'est pas un échec de cette politique depuis 5 ans? On présente un budget dans lequel, pour la première fois depuis très longtemps, on a la dépense de l'État qui baisse, les impôts qui baissent, on vient d'en parler, le déficit qui baisse et la dette qui baisse. Bon. Et dans le même temps, on rend du pouvoir. Ses revenus. Oui, mais tant mieux, c'est bien aussi parce qu'on fait cette politique-là. Et dans le même temps, on rend du pouvoir d'achat aux Français et on va financer l'ensemble des priorités sur lesquelles ils attendent des résultats, la sécurité, la justice, l'emploi, l'école, etc. Donc en réalité, on boucle la boucle et c'est le résultat de 5 années de travail et puis c'est vrai, une accélération sur les 2 dernières années. Alors, le Parti socialiste conteste vos chiffres et il vous lance un défi. Écoutez le député socialiste Éric Besson. Monsieur Copé, êtes-vous prêt à accepter l'audit que les socialistes vous demandent? Nous sommes lassés par la présentation tronquée de vos chiffres. Acceptez-vous que des experts indépendants confrontent vos chiffres et nos chiffres pour qu'enfin les Français puissent connaître la vérité et pour que le débat de 2007 puisse être établi sur des bases solides, objectives et crédibles? Êtes-vous prêt? Nous sommes prêts, nous vous disons chiche. Réponse de Jean-François Copé. Oui, bien sûr. Vous êtes prêt à cet audit? Pourquoi pas? D'abord, la transparence est de mise. Vous savez, maintenant, tout ça est ouvert, connu du grand public, accessible sur Internet. Les chiffres sont contestés. Non, mais encore une fois, très bien. S'il faut faire un audit, pourquoi pas? Puis on peut auditer plein d'autres choses aussi. Le projet socialiste, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Pourquoi pas? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que sur tous ces sujets concrets, nous, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'on est capable de moderniser le pays sans arrêt dépenser plus. Par exemple, lutter contre les gaspillages. Pourquoi, par exemple, on arrive à baisser la dépense publique? C'est parce qu'on a lutté contre les gaspillages. Je donne un exemple très concret, les achats. J'ai fait un audit sur la politique des achats. On gagne avec ça 1,3 milliard d'euros en 3 ans. L'immobilier, vous avez fait des reportages en montrant qu'on vendait des bâtiments ministériels coûteux, pas fonctionnels. Et à la place, on fait loger les fonctionnaires pour travailler dans des bâtiments plus modernes en périphérie. Voilà de la bonne gestion, on lutte contre le gaspillage. Notamment dans l'éducation. Non, mais là aussi c'est du bon sens. Vous savez, on met les postes supplémentaires là où on en a besoin, et par contre là où on n'en a pas besoin, il n'y a pas de raison d'en créer. Il faut arrêter de faire croire aux Français qu'on doit sans arrêt augmenter le nombre de fonctionnaires pour les augmenter. Non, il faut les mettre là où nous en avons besoin, dans tous les ministères. Alors un dernier mot de politique, puisque l'élection approche. On vous savait fidèle de Dominique de Villepin, on vous a vu récemment dans des réunions avec Nicolas Sarkozy. Le temps des ralliements est arrivé? Non, le temps du débat de fond surtout. Viendra ensuite le choix des candidats, l'élection présidentielle. Moi je suis dans l'action gouvernementale et sans relâche, on le voit à travers le budget, mais aussi dans le débat de fond, parce que moi aussi j'apporterai naturellement ma contribution. À Nicolas Sarkozy, s'il est candidat? À celui qui sera notre candidat, mais surtout, ce qu'il faut sur le débat de fond, c'est être un peu novateur. Moi je vois beaucoup ce qui se passe à l'étranger pour emprunter les meilleures pratiques aux autres. Le budget, on l'a fait en s'inspirant des méthodes canadiennes, par exemple. Bon, pourquoi? De la même manière, j'ai créé il y a quelque temps un club, générationfrance.fr, où on essaie d'avoir des exemples étrangers de manière très moderne. Je crois que cette contribution, c'est une bonne manière aussi d'honorer ce rendez-vous majeur dans un an. Mais vous dites que Nicolas Sarkozy sera le candidat de l'UMP? On le verra bien, vous le savez, il y a un calendrier, chaque jour suffit sa peine, mais j'insiste, aujourd'hui, on est plutôt dans l'action gouvernementale, et vous l'avez vu tout au long de cette journée, où avec Thierry Breton, on a essayé de faire notre travail. Merci Jean-François Copé d'avoir accepté notre invitation. Encore un mot de politique pour vous
vous dire que l'Assemblée nationale a approuvé l'article 10 du projet de loi sur l'énergie. L'article 10, c'est celui qui instaure la privatisation de Gaz de France. Les groupes socialistes, communistes et UDF ont voté contre. Et puis Ségolène Royal, la petite phrase de Ségolène Royal, toujours au Sénégal, c'est à se demander, dit-elle, si la machine à perdre n'est pas déclenchée, a-t-elle déclaré en évoquant la concurrence et puis les attaques aussi en cours au Parti socialiste. La présidente de la région Poitou-Charentes est revenue ensuite sur ses propos au cours de la journée. Les sciences, avec le succès de la première opération chirurgicale en apesanteur. Une expérience tentée aujourd'hui par une équipe de Bordeaux à bord d'un avion spécial, un Airbus, qui a décollé pour l'occasion. Les chirurgiens cherchaient tout simplement à savoir si c'était possible. Et bien voilà qui est fait. Francis Mazoyer, Philippe Dumeil sur place. C'est une première mondiale. Voici l'Airbus A300G qui permet de recréer l'apesanteur. À son bord, ce passager de 46 ans va subir une intervention chirurgicale bénigne, l'ablation d'une petite boule de graisse sous la peau de l'avant-bras. Sanglé, le chirurgien doit avoir le geste précis. L'Airbus A300G répète la même figure. Tout en haut de la parabole, la gravité disparaît pendant 22 secondes, une fenêtre assez courte pour le chirurgien. Au total, il a fallu 11 minutes pour réaliser l'opération avec succès. Voilà, tout a merveilleusement bien fonctionné. On a mis 22 paraboles au lieu des 25 prévus. Et je crois que tout le monde est content, en particulier notre patient Philippe. Revenu sur le plancher des vaches, le patient est tout étonné de sa nouvelle célébrité. Vous voyez, petite cicatrice de 5 points de suture. On n'en est pas encore à se dire qu'effectivement on est les premiers, des pionniers, voilà, c'est tout. Et pourtant, depuis l'intervention sur un rat en apesanteur il y a 3 ans, l'équipe du professeur Martin prépare l'avenir. Un futur peut-être pas si lointain, où des robots télécommandés à distance opéreront les astronautes en voyage dans l'espace, sur la Lune ou peut-être sur Mars. Mars, justement, avec les dernières images dévoilées par l'Agence spatiale européenne. Leur précision permet, vous allez le comprendre, de mettre fin à une vieille légende, une légende née il y a 30 ans. Patrice Pelé, Alain Dubas. Quand la sonde Viking prend cette photo à la surface de Mars, les ingénieurs de la NASA restent sans voix. On parle alors de construction martienne, de vestiges laissés par une civilisation. Il faudra plusieurs missions pour percer le mystère. Ce masque n'est en fait qu'une colline, et ce sont les ombres du soleil qui produisent l'illusion. Aujourd'hui, ce cliché haute définition de la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne confirme les dimensions du site. 3 km de long, 2 de large, 400 mètres de haut. Le visage n'est que sable et cailloux. Si vous regardez sous cet angle-là, cet axe-là, vous allez constater effectivement une forme qui est telle qu'on peut interpréter ceci comme étant le front, le nez, le menton. Bon, alors évidemment, maintenant on se rend compte que ça n'a rien à voir avec cela. On voit que c'est un relief martien. Décidément, la région de Sidonia renferme d'autres trésors virtuels. Outre le masque, on y trouve un crâne, une cité inca, un visage d'enfant et ce message, Mars a du cœur, en voici la preuve. C'est le sourire le plus énigmatique de l'histoire, celui de la Joconde. Eh bien, son mystère vient sans doute d'être percé 500 ans après. Une équipe canadienne mandatée par le musée du Louvre vient de révéler, laser à l'appui, que Mona Lisa venait d'accoucher. Michel Monpontet, Éric Delagneau. Pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir bien observé. Ce panneau de peuplier de 77 cm sur 53 fait fantasmer le monde depuis 5 siècles. Mais en peinture aussi, l'essentiel est souvent invisible pour les yeux. On avait beau scruter, quelque chose nous échappait sur le pourquoi de ce sourire qu'on dit forcément mystérieux. Une nuit d'octobre 2004, laboratoire du Louvre pour le lieu, des Canadiens pour la technologie. Infrarouge, 3D, réflectographie, Mona Lisa mise à nu. Et que voit-on qu'on ne voyait pas? Un tas d'informations cachées presque là, sous les couches de vernis. Pour ces paparazzi de l'atome, la découverte est de taille. Nous sommes arrivés à passer au-delà des couches de vernis et nous avons retrouvé le tableau quasi intact.
Et là, on découvre accroché au corsage un voile de mousseline, un voile invisible typique des femmes enceintes de la Florence du XVe siècle. C'est QFD. Ça alors. Des Japonais avaient, eux, réussi l'an dernier à fabriquer la voix de Mona Lisa. Nous en étions restés muets de stupeur. Ah, la science, c'est vraiment épatant. D'autres informaticiens, sûrement désœuvrés eux aussi, avaient analysé les sentiments de Mona Lisa en pourcentage. Clair, précis, ridicule. D'aucuns avaient même annoncé qu'elle était un travesti. Alors, d'apprendre aujourd'hui qu'elle était enceinte, même 500 ans après, ça surprend. Mona, quelle cachotière. Football, Lyon a encore impressionné hier soir en Ligue des Champions, 3-0 face au Steaua Bucarest en Roumanie. But signé Fred sur cette erreur du gardien, Thiago ensuite et Benzema. Lyon seul en tête de son groupe. À noter également le match nul de Lille 0-0 face au Milan AC. Et puis le plus beau but de la soirée, c'est celui sans chauvinisme, c'est promis, de l'attaquant français Luis Saha, l'attaquant de Manchester qui a frappé du pied gauche dans la lucarne du Benfica de Lisbonne. Score final 1-0, Manchester prend la tête de son groupe. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, une femme à la présidence de la République. C'est la nouvelle fiction en 6 épisodes, L'état de grâce. Vous suivrez les 2 premiers ce soir avec Anne Consigny. À demain.